Nous y voilà enfin, le dernier épisode d'une superbe trilogie. Après avoir terminé l'accomplissement de l'émission en elle-même, nous allons terminer l'accomplissement des critiques de films sortis dernièrement au cinéma. Ça mérite qu'on fasse péter le générique, non ? Merci à Anto d'État Critique pour ce très chouette générique. Juste dommage qu'on ait dû changer la musique à cause des droits d'auteur. C'est con parce que Breaking Benjamin, très bon choix. Mais enfin, le Hobbit, la bataille des 5 armées. C'est assez triste de constater que je suis un des rares critiques sur internet à dire que le Hobbit est une superbe trilogie et tout aussi bien que le Seigneur des Anneaux. Pas meilleur, mais il n'a pas besoin d'être meilleur en fait. Là où je défends la trilogie pour sa mise en scène, son développement de personnages et la création de son univers, ainsi que la narration de ses histoires, d'autres la démolissent en critiquant les limites d'une technologie révolutionnaire, comme si toute nouvelle technologie devait être parfaite dès leur premier jour, et puis j'ignorais que la technologie était le seul intérêt d'un film. Font leur timoré par rapport au débordement d'histoire, malgré le fait que toutes ces histoires renforcent l'aspect épique de l'univers en plus de sa sensation de réalité, et bien sûr ce petit truc qu'on appelle développement de personnage qui est tout petit peu important dans un film, ainsi que pour des rajouts nécessaires, déjà en termes d'adaptation, mais aussi en termes de raccord avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, et l'exploration de tout le potentiel de l'œuvre à un stade impressionnant de passion et de créativité qui dépasse l'œuvre originale elle-même. Vous vous plaignez qu'il y a trop de nains dans ce film ? Bah au moins ces nains ils sont développés, parce que dans le bouquin, à part Thorin, les autres ils sont là que pour le décor. Hein. Reprochant aussi l'aspect jeu vidéo de certaines séquences d'action, comme si c'était un défaut d'avoir un côté jeu vidéo dans une scène d'action, critiquant même le triangle amoureux le moins chiant de toute l'histoire des triangles amoureux, ou encore une intention pratiquement imaginaire de faire ces films uniquement pour le pognon. Surtout que si le mec il a fait ça uniquement pour le pognon, putain c'est le meilleur réal du monde en fait. Sérieux, s'il a fait ça uniquement pour le pognon, imagine ce qu'il va faire gratuitement quoi. Puis arrêtez de vous plaindre qu'on fasse des films pour le pognon. Évidemment, c'est une industrie le cinéma aussi. C'est d'ailleurs Jurassic Park était une commande des producteurs. Ça n'empêche pas les gens de dire que c'est probablement l'un des meilleurs films de Steven Spielberg. Bon, enfin, je vais pas répéter en quoi cette trilogie est super, pour ça vous n'avez qu'à voir les deux précédentes vidéos. Et puis j'ai un petit peu débordé en ce début de vidéo là. Donc, après que les nains dirigés par Thorin aient réussi à chasser Smaug de leur montagne, leur permettant de reconquérir leur terre natale, ce dernier déferle immédiatement sa vengeance sur Lackville et ses habitants. Et malgré les pertes humaines et la destruction de la ville, Bard arrive à tuer le dragon. Oui, j'appelle ça un dragon! Je ne dis pas que c'est un wyvern ou un vouin ou je ne sais pas quoi. Dans le film, ils disent dragon. Dans le film, les dragons, ils ont 4 pattes, point barre! Donc, Bard et les survivants doivent maintenant reconstruire la ville. Et pour ça, il leur faut du pognon. Pognon que Thorin avait promis. Seulement, Thorin est vite devenu orgueilleux et refuse de perdre la moindre pierre de son royaume en ruine. Alors le 0,00001% de son trésor nécessaire pour reconstruire la ville, n'y pense même pas quoi. Donc Bard s'associe aux elfes et à leur roi pour pouvoir forcer la main aux nains. Seulement, ces 3 armées se disputant des richesses devront faire face à 2 autres armées. 2 armées d'orques envoyées des 2 côtés par le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Lui aussi envieux de récupérer ces terres qui lui servira de point stratégique lui permettant de conquérir toute la terre du milieu. Et il tient aussi prisonnier notre faux Deus Ex Machina que tout le monde prend pour un Deus Ex Machina alors qu'on a très bien expliqué ses pouvoirs et que ça n'a aucune surprise de le voir résoudre certains problèmes. Gandalf! Sérieusement, Gandalf a Deus Ex Machina? Dans ce cas, Superman aussi. Tous ses super pouvoirs, hop, comme par hasard, ça règle tous les problèmes qu'il trouve. Hein. Et ainsi commence la bataille des 5 armées. Donc, est-ce que ce film est aussi bon que les 2 précédents chapitres de la trilogie et les 5 films au total? Non. Malheureusement, non. Ouais, désolé, mais des 6 films, c'est de loin le moins bon. Ce n'est pas du tout un mauvais film, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Tout ce qu'il y a dans ce film, c'est top. Les personnages sont toujours aussi chouettes. Bilbo est de loin l'un des meilleurs personnages qu'on peut avoir comme personnage principal. C'est pas le plus actif de l'équipe, beaucoup lui ont reproché de ne pas faire grand chose dans les films, et ils ont tort parce qu'il n'a pas besoin d'être actif. Son ressenti, son envie d'aider les autres, ça suffit largement. C'est le personnage témoin pour le spectateur. Il a juste à être témoin d'une superbe histoire,
Et puis, lui, au moins, il s'efface devant une histoire beaucoup plus intéressante que lui, contrairement à une certaine Bella Swan. Et la vision de Bilbon le rend très sympathique aux yeux des spectateurs, donc il n'y a pas mieux. Gandalf est toujours aussi chouette. J'adore à un moment, après la bataille des sacs armés, petit spoiler, mais bon, vous devez vous douter d'un truc, il y a eu des tas de morts, tout le monde est triste, personne n'est content que cette bataille soit terminée parce que ça a été vraiment une journée de merde. Il se met à côté de Bilbon, tout triste d'avoir perdu quelques amis, et qu'est-ce qu'il fait Gandalf? Il dépoussière sa pipe. Tout simplement. Et cette action arrive à réconforter Bilbon. Vous imaginez pas toute la sagesse qui est transcrite à travers cette pipe, quoi. Il n'y a aucun dialogue, mais tu sens qu'il dit à travers cette action, peu importe tous les grains de sable qu'on va te mettre dans ta pipe, tu vas réussir à les sortir un jour. Et tu vas pouvoir fumer à nouveau. La plus belle des symboliques sur une putain de pipe, quoi. Thorin est toujours aussi badass et fascinant. Il accomplit ici l'ultime épreuve de son voyage initiatique. Après avoir affronté son passé dans le premier film et les pires exemples des autres peuples dans le deuxième film, là, il affronte la dernière épreuve. L'orgueil de son statut de roi. Sa quête de l'Arcade Stone lui a tellement demandé qu'il en a pratiquement perdu la boule. Il vire même Denethor et Scrooge en étant prêt à partir en guerre 12 contre 10 000 juste pour conserver la totalité de son trésor, quoi. Il se met même à parler comme Smaug, quoi, pour dire à quel point il pète les plombs. Même mort, cet encaillé arrive à foutre la merde, quoi. Mais le plus beau, c'est qu'il ne vire jamais vraiment connard. Malgré son orgueil et sa paranoïa, il reste très chaleureux avec Bilbon. Ce qui fait plaisir à voir, leur amitié a vraiment évolué au cours des 3 films. Dans le premier film, il pouvait pas le saquer, mais dans le troisième film, il peut pas imaginer Bilbon trahir leur amitié. Mais bon, spoiler, il finira par retrouver son honneur. Non en tant que roi, mais en tant que Thorin, écu de chêne. Frère d'âme, guerrier, nain. Bard est toujours aussi cool, je le trouve même plus sympathique que Karagorn en fait. Tu sens vraiment l'homme appelé à la grandeur mais chérissant la simplicité de la vie. Et c'est peut-être pour ça que j'aime ce personnage, parce que c'est un père. Un vrai père. On n'a jamais vu de famille modeste, toute simple comme ça. C'était généralement le roi avec sa fille ou sa nièce ou quelque chose. Donc ça fait plaisir à voir. C'est un vrai bon gars. Le genre de mec que t'es prêt à suivre jusqu'à la mort. Il en veut même pas tant que ça aux nains d'avoir provoqué l'apocalypse dans leur ville. Il essaye même de leur sauver la mise. Il essaye de les convaincre de ne pas commencer la guerre qu'il est sûr de gagner de toute façon. Enfin, si les orques n'avaient pas mêlé leur grain de sel, bien sûr. Le triangle amoureux entre Kili, Toriel et Legolas, bordel de merde. Comment vous faites pour vous plaindre de ce triangle amoureux? C'est genre le triangle amoureux le moins chiant du monde, quoi. Faut arrêter de penser direct Twilight chaque fois que vous voyez un triangle amoureux. Tous les triangles amoureux ne sont pas pourris, vous êtes au courant? C'est même pas comme si le film perdait son temps à montrer Toriel en train de faire sa girouette entre Legolas et Kili, non! Il est clair que malgré ses hésitations, elle aime Kili, et qu'elle respecte juste suffisamment Legolas pour le considérer comme un frère d'armes. Ce qui fait que Legolas est prisonnier de la friendzone. Pour une fois que Orlando Bloom est dans la friendzone, Legolas, qui est amoureux de Toriel, mais qui ne devient jamais jaloux. Quand Toriel décide d'aller sauver Kili et qu'il comprend qu'elle est amoureuse de Kili, il est genre, ok, allons-y. Je m'en fous que je vais pas te pécho à la fin. Je t'aime d'un amour sincère, un amour qui veut seulement ton bonheur et non te garder que pour moi. Oui, ça va, hein, je suis pas Bowser, moi. Ça aurait été tellement facile de lui donner une nana à Legolas juste pour faire plaisir aux fangirls. Mais non, un amour non partagé qui va transformer le petit con de la désolation de Smaug en un mec admiral qui commence à être curieux des bons côtés des nains. Tu apprécies le personnage encore plus en le découvrant ainsi. C'est justement ce qui est très chouette avec les préquels. Découvrir un aspect d'un personnage dont on ne doutait pas l'existence. Et qui en rétrospective nous les fait aimer encore plus. Et non juste le même personnage mais en un peu plus jeune. Comme dans Gotham, ou une quête de justification abusive qui finit par faire passer le héros principal pour un connard comme au bas des bois. Et Toriel est toujours aussi cool. Elle joue la conscience des elfes. La part des elfes qui n'est pas arrogante et qui se croit supérieure parce que ouais, je suis immortel, je suis mieux que vous, hein. Au contraire, elle apporte une encore plus grande importance à la vie des mortels. Et Kili, il est correct. Pas aussi attachant que dans la désolation de Smaug, mais correct. Le reste de la compagnie est toujours aussi excellente. Mis à part Thorin, dans le premier film c'était Bofur qui se mettait bien en avant. Dans le deuxième film c'était Kili et Balin qui se mettaient en avant. Et là c'est Kili et Dwalin qui sont mis en avant. Dwalin qui n'hésite pas à dire à Thorin qu'il va beaucoup trop loin. Et comme c'est le plus guerrier de la bande et que la bataille fait un petit peu partie du titre du film, bien entendu, il a beaucoup à faire. Le conseil, Elrond, Saruman et Galadriel est génial. Christopher Lee en a toujours dans le ventre et te fait une superbe scène d'action en plus de ça. Oui, je sais, c'est un cascadeur, cassez pas mes rêves. J'étais pas super fan de Galadriel jusque-là.
je l'ai toujours trouvé un petit peu trop fade malgré l'atmosphère qu'elle met en place juste avec sa voix. Là par contre elle m'a bien surpris, elle est vraiment géniale cette femme. Elle révèle même un petit côté Hulk, pour dire. Vous vous souvenez de la scène où elle était tentée de prendre l'anneau à Frodon dans la communauté de l'anneau? Où elle devient carrément une espèce de déesse toute bleue, toute bizarre, ça fait peur et tout. Bah en fait ça lui arrive très souvent quand elle est tentée par le côté obscur, ce qui se révèle très pratique contre Sauron. Autre point qui fait l'intérêt des préquels, donner un peu plus de consistance à des points qui semblaient anodins dans les originaux. La mise en scène est à la hauteur des précédents épisodes. De super mouvements de caméra parfaitement gérés qui renforcent l'aspect grandiose des scènes d'action et l'aspect émotionnel de certaines scènes. Les scènes d'action atteignent même un niveau créatif digne des jeux vidéo comme Uncharted ou God of War. Et franchement, faire des scènes d'action tout aussi géniales que dans les jeux vidéo actuels, faut être très con pour reprocher ça. Un scénario linéaire à la jeu vidéo, ça à la limite, oui, mais la créativité des scènes d'action, non. C'est justement la partie des jeux vidéo dont les films devraient le plus s'inspirer. Au lieu de faire des mouvements de caméra de parkinsonien avec des bombes de partout, ma plus grande espérance pour ce film, vous allez rire, c'était le générique de fin. Le générique de fin du Retour du Roi est genre le meilleur générique de fin de film de tous les temps. La musique, l'illustration, le côté nostalgique de dire adieu à des personnages qu'on a suivis pendant 3 films. C'est juste parfait quoi. Les génériques de fin en général devraient s'en inspirer de ce générique. Et Dieu merci, le Hobbit se conclut aussi ainsi. Générique chanté par Billy Boyd, ce qui est pratiquement parfait comme choix. C'est celui qui joue Pipin dans Le Seigneur des Anneaux. Pipin qui fait justement partie de la génération qui sera bercée par les histoires de Bilbon le Hobbit. Donc lui laisser la chanson du générique de fin est non seulement très approprié, mais aussi un très chouette clin d'œil au reste de la saga. En plus, le mec c'est un putain de bon chanteur quoi. Donc... malgré ça, c'est quoi le problème du film? Eh bien, pour la première fois de cette trilogie, vraiment la première fois, le découpage en 3 films pose problème. Dans le premier film, il n'y avait aucun problème parce que malgré le fait que c'était le tiers d'une histoire, ils arrivaient à l'exploiter suffisamment bien pour en faire une histoire en 3 actes et tout. Le film se sentait suffisamment complet, parfaitement géré, bref, il n'y avait pas de problème là-dessus. Fallait le savoir que c'était juste le tiers d'un bouquin. Le deuxième a aussi su apporter un certain équilibre, mais tu commençais à sentir qu'il y avait certaines limites au début et à la fin du film. Mais la bataille des 5 armées, lui, il se mange le syndrome Matrix Révolution en pleine poire, quoi. Le film est juste un 3e acte nécessitant de voir les précédents films pour avoir l'expérience d'un film complet. Et le pire, c'est que... c'était presque inévitable. Déjà parce que c'est littéralement l'adaptation du 3e acte d'un bouquin, mais aussi parce que le développement qu'il aurait mis dans ce film-là pour compenser le manque de matière de ce film, bah, ça aurait juste fait de la répétition par rapport aux 2 précédents films. Et donc le mec se retrouve avec un défaut que, honnêtement, je ne vois pas comment il aurait pu le corriger. Ça aurait été aussi impossible que de changer le cours du vent. Et là vous allez me dire, si, il aurait pu corriger ça en ne faisant qu'un seul film sans rien ajouter, Non. Parce qu'en un seul film, il n'aurait pas aussi bien développé son personnage, ses histoires et son univers autant qu'il l'a fait en faisant 3 films. Les gens agissent comme si le bouquin d'origine était parfait, alors que c'est loin d'être le cas. Pas mal de critiques reprochent justement au bouquin de ne pas être assez développé. Le bouquin est beaucoup trop court pour tous ses personnages, pour ses enjeux, pour ses histoires. Seul Thorin est vraiment développé parmi les 13 nains, les autres c'est juste des noms. Gandalf lui se tire au milieu de l'histoire sans donner de bonnes justifications. On découvre Bard dans la scène où il tue Smaug. Et la fameuse bataille des 5 armées, on la bac après avoir assommé Bilbon. Non, je déconne pas, vous voyez dans Game of Thrones l'épisode où Tyrion il s'apprête à partir en guerre, une guerre qu'il est sûr de perdre, mais que malgré ça il te fait un discours genre nous allons entrer dans l'histoire avec ces hommes et tout, et qu'au moment où ils partent il se fait assommer accidentellement par un de ces hommes, et une fois qu'il se réveille les autres ils sont genre oh salut on a gagné la bataille. What? Bah c'est à peu près pareil dans le bouquin. Dans le film, au moins, on la voit, la bataille. Je ne vois pas du tout l'intérêt de réadapter tout un bouquin mot par mot jusqu'à adapter ses défauts. Au contraire, tant qu'à faire, corrige les défauts du bouquin. Tu rendras meilleur hommage au bouquin en permettant à ces personnages et à cette histoire d'être dans un meilleur récit que dans l'original. C'est 1000 fois mieux que de faire un copier-coller tout con. Donc il a eu raison de rajouter tous ces éléments qui lui a demandé de faire 3 films. Car au moins, en faisant comme ça, il a fait en sorte que tout le potentiel de cette histoire soit exploité et mis à l'image. Finalement, le seul truc vraiment indispensable dans cette histoire, c'est Beorn.
qui était dans le bouquin. J'ai même envie de dire, il a pas assez développé le troisième film. Qu'est-ce qu'elle devient, Toriel? Est-ce qu'elle est partie en exil, comme les elfes que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux? A-t-elle retrouvé les elfes de la Forêt Noire pour demeurer une soldat sans âme et sans émotion? Et le roi des elfes, elle l'a toujours banni ou elle peut revenir? Et que devient Bard et le reste de Lakeville? Ils l'ont finalement leur pognon pour reconstruire la ville? Et finalement, le roi des elfes, il les a récupérés, ces pierres précieuses qui lui ont presque demandé de tuer un nain pour les récupérer? Je suppose que c'est normal qu'on s'en fout un peu, parce que le but de cette bataille des 5 armées, c'est de justement faire oublier les petites querelles autour du pognon que l'on doit à certaines personnes, mais quand même. Est-ce que Bard est maintenant le nouveau maître de Lakeville? Et Saruman, qui est parti après Sauron, qu'est-ce qu'il est devenu? Quoique, c'est là à la limite, c'est vrai que c'est plutôt bien de l'avoir gardé dans l'ombre, parce que du coup, ça conserve la surprise de découvrir que Saruman a trahi tout le monde dans la communauté de l'anneau, donc... Et qu'est-ce que devient le reste de la compagnie? Qui c'est qui dirige la cité maintenant? C'est Dain? Après, j'admire tout de même ce que Jackson a fait. Ce qui fait que j'ai vraiment du mal à lui reprocher son choix d'en faire une trilogie. Il voulait raconter une histoire avant de faire des films. Et son amour pour cette histoire et cet univers a fait qu'il ne pouvait pas se contenter d'un seul film. Il veut raconter cette histoire de la meilleure façon possible. Et il devait aller au-delà de la construction d'un film pour ça. Si sa vision parfaite du Hobbit lui avait demandé 5 films, il pouvait le faire. Il l'aurait fait car sa passion ne doit pas avoir de limite. Et n'est-ce pas justement là que l'on reconnaît les meilleurs réalisateurs? Ceux qui font un truc qui va au-delà de faire un film? Son intention est tout aussi louable que celle des Wachowski avec Matrix. Donner vie à un univers, quitte à faire 1 ou 2 films imparfaits. C'est pour ça que j'ai envie de bouffer tous ceux qui reprochent à Peter Jackson de vouloir faire 3 films uniquement pour le pognon. Parce que s'il regardait un peu mieux les films, il verrait que le mec il est en train de créer quelque chose de beaucoup plus pur qu'une simple envie de faire du pognon. Et si c'était le cas, il n'aurait pas remplacé personnellement Guillermo del Toro en tant que réal. Il aurait remplacé par un yes man qui devrait faire ce que le mec voulait qu'on fasse du film. Comme ça, le mec se remplit les postes sans dépenser le moindre effort. Mais non, il a pris le relais lui-même. Parce que pour lui, Guillermo del Toro était le seul autre réalisateur à la hauteur pour ses intentions sur l'adaptation du Hobbit. Bref, La Bataille des 5 Armées n'est pas le meilleur film de la saga. Et principalement parce que le film fait partie d'un tout. Il se contente de finir une histoire épique de 8h30. Et ce n'est pas non plus l'adieu au monde de la Terre du Milieu qu'on espérait vainement, moi compris, soyons honnêtes. Car l'adieu au monde de la Terre du Milieu doit être uniquement le retour du roi. Ouais, cette fois on n'a pas d'épilogue d'une demi-heure. Dommage, moi j'aurais adoré. L'épilogue d'une demi-heure, c'est cool. Sur beaucoup de points, la trilogie Hobbit est une meilleure prélogie que Star Wars. Une superbe mise en scène au lieu d'une mise en scène de téléfilm qui se réveille dès que Steven Spielberg passe dans le coin. De super acteurs et personnages, la plupart familiers de la saga qui révèlent un tout autre aspect de leur personnage, et non des super acteurs en mode automatique qui révèlent un côté très chiant de leur personnage. De super effets spéciaux révolutionnaires rendant service à l'univers dépeint, au lieu d'un univers et une histoire au service des effets spéciaux. Une histoire superbement racontée donnant encore plus de vie à un univers, au lieu d'une histoire bourrée d'éléments superficiels et assez inutiles comme tous les conflits politiques sur les taxes et tout. Et enfin une timidité niveau merchandising pour concentrer tout l'argent et l'attention sur le film lui-même, et non une pub pour jouer de 2 heures. Et je dis ça alors que j'adore la prélogie Star Wars. C'est juste que je suis suffisamment objectif pour voir ses défauts malgré ça. Et là maintenant, il faut répondre à cette simple question. Dans quel ordre on doit les voir, ces films? Est-ce qu'on doit voir le Hobbit d'abord? Ou le Seigneur des Anneaux d'abord pour ensuite voir le secret des origines dans le Hobbit? Eh bien, les deux. La prélogie Star Wars vaut mieux voir la trilogie originale avant de voir la prélogie. Parce que tu comprends 1000 fois mieux l'univers dépeint dans la trilogie. Et surtout, tu ressens toute la surprise que tu es censé ressentir dans la scène où tu découvres la véritable identité de Dark Vador. Par contre, regarder le Hobbit avant le Seigneur des Anneaux peut apporter un visionnage totalement différent avec beaucoup d'autres émotions. Tu es content de retrouver Elrond, de voir la retrouvaille entre Bilbon et Gandalf, ou encore de rencontrer un fils d'un des nains de la compagnie. Tu es encore plus surpris de voir Saruman trahir l'ensemble de la Terre du Milieu après tout ce qu'il a accompli pour pouvoir la sauver. Et tu comprends la peine de Gimli quand il va dans la Moria et tombe sur la tombe de Balin. Tu es vraiment curieux par rapport au pouvoir de ce mystérieux anneau qui ne semble pas apporter que des bonnes choses. Et tu te demandes qui c'est ce fameux Sauron. Au vu de la façon dont il parle de lui, on dirait qu'il va apporter l'apocalypse ou quelque chose. Et tout devient clair dès l'intro de la communauté de l'anneau. Dans ma critique du premier film, je disais que le film était juste une aventure se passant avant le Seigneur des Anneaux, pas forcément un préquel. Dans ma critique du deuxième film, je disais que c'était un préquel. Bon, me contredisant un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'au final, c'est les deux.
Tu peux voir les films comme étant un préquel ou comme étant une aventure avant Le Seigneur des Anneaux. C'est très intéressant à voir avant ou après Le Seigneur des Anneaux. Un excellent film, deux films imparfaits, mais au final, une excellente histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr où vous pourrez voir la version originale du nouveau générique de Parlons Cinéma, ainsi que les autres génériques des autres participants. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Tipeee pour pouvoir y déposer un don me permettant de continuer l'amélioration de mes futures vidéos. I bid you all a very fond farewell. Pourquoi Dain est en synthèse? C'est pas un problème en soi, ça n'entache pas le film ou quoi que ce soit, mais quand même je trouve ça bizarre. Pourquoi il est en synthèse? Il y avait un problème avec Billy Connolly ou quelque chose? Il refusait de venir en Nouvelle-Zélande?